Pourquoi les DZ font toujours la comparaison entre le panarabisme et le berbérisme? Voici une réfutation de cette fausse équivalence entre le panarabisme et le berbérisme. On va faire une analyse historique et idéologique. L'affirmation selon laquelle le panarabisme et le berbérisme seraient deux nationalismes comparables, ça repose sur une méconnaissance de leur origine, objectifs et implications socio-historiques. Loin d'être équivalents, ces mouvements s'inscrivent dans des contextes radicalement différents, l'un visant à l'unité inclusive des peuples arabes, l'autre promouvant un ethno-nationalisme exclusif. Voici une analyse détaillée pour qu'on puisse déconstruire cette fausse symétrie. Premièrement, qu'est-ce que le panarabisme? C'est un projet d'unité culturelle et politique inclusive. Le panarabisme, il émerge au XIXe siècle, comme réponse à la domination ottomane puis coloniale, cherchant à unifier les Arabes autour d'une identité commune, transcendant les frontières artificielles imposées par les puissances européennes. Ses fondateurs, comme Michel Aflaq, qui est chrétien, et Gamal Abdel Nasser, insistent sur petit 1, une identité arabe plurielle, intégrant musulmans, chrétiens et juifs arabophones, comme en témoigne la participation active de figures chrétiennes à la Nahda, c'est-à-dire à la renaissance culturelle arabe. Petit 2, un anti-impérialisme laïque. Le parti basse, pilier du panarabisme, combine socialisme et laïcité, rejetant toute exclusion religieuse ou ethnique. Petit 3, un projet politique transnational. L'objectif était de créer une nation arabe de l'Atlantique au Golfe, selon la formule de Michel Aflaq, en s'appuyant sur une langue et une histoire partagée sans nier les diversités locales. Contrairement aux accusations d'exclusivité, le panarabisme a historiquement inclus les minorités comme les Kurdes en Irak ou les Coptes en Égypte, à condition qu'ils adhèrent au cadre culturel arabe, et son déclin post-1967 s'explique par des échecs géopolitiques, par exemple les guerres israélo-arabes. Bah oui, parce que rappelez-vous, toutes les guerres entre les Arabes et les Israéliens se sont faites sous la bannière du panarabisme. Je ferme la parenthèse, et non pas par une idéologie sectaire. Deuxièmement, le berbérisme, c'est un ethno-nationalisme construit sur des divisions coloniales. Le mouvement berbériste, il est né sous l'ère coloniale française, s'appuyant sur une stratégie de divide et impera, visant à fragmenter les sociétés nord-africaines, donc diviser pour mieux régner. Petit 1, il y a une instrumentalisation coloniale là-dessous. Les autorités françaises ont inventé le mythe kabyle, présentant les berbères comme plus assimilables que les arabes, et ont imposé le Zahir Barbari pour soustraire les berbères aux droits musulmans. Et rappelez-vous, quand vous regardez dans l'encyclopédie, sur quoi est basé le berbérisme? Sur un racisme anti-arabe. Les premiers théoriciens berbéristes, comme ceux du mouvement culturel berbère, le MCB, affichaient une hostilité ouverte envers l'arabité et l'islam, valorisant même la francophonie comme marqueur de modernité. Petit 3, il y a un révisionnisme historique permanent. En niant l'arabisation millénaire du Maghreb, pourtant facilitée par la proximité linguistique chamito-sémitique, le berbérisme postule une identité à part. Amazir, homogène, effaçant les réalités tribales et dialectales fragmentées. Contrairement au panarabisme, le berbérisme actuel se focalise sur la dénonciation de l'État-nation arabe, exigeant une reconnaissance séparatiste, par exemple le drapeau amazigh en Algérie, plutôt une intégration inclusive. Et troisièmement, c'est une fausse équivalence idéologique. Comparer panarabisme et berbérisme revient à confondre un universalisme culturel et un ethnicisme. Le panarabisme comme réponse à la colonisation. Il naît d'une lutte commune contre l'oppression ottomane et européenne symbolisée par les accords Sykes-Picot de 1916. Son inclusivité se manifeste dans des projets comme la République arabe unie, donc celle de 1958 à 61, qui unissait l'Égypte et la Syrie malgré leurs différences. Le berbérisme, il est un produit du colonialisme. En Algérie, la crise berbériste de 1949 est marquée par des dissensions au sein du FLN où les militants kabyles réclamaient un État algérien détaché de l'identité arabo-musulmane, suivant une logique de fragmentation encouragée par Paris. L'historien Guy Pervilliers souligne que le berbérisme a été artificiellement exacerbé par des politiques françaises visant à affaiblir les mouvements indépendantistes unifiés. A l'inverse, le panarabisme a servi de ciment anti-impérialiste, comme lors de la nationalisation du canal de Suez par Nasser. Et oui, c'était le panarabisme.
Quatrièmement, on va parler des implications contemporaines. Unité versus fragmentation. Le panarabisme et le pluralisme, même affaibli, il inspire encore des initiatives culturelles transnationales. Il y a par exemple la Fondation Panarabe, soutenue par le Golfe, qui promeuvent une identité arabe ouverte, intégrant dialectes et patrimoines régionaux. Le berbérisme et ses tensions identitaires. En l'occurrence en Algérie et au Maroc, les revendications berbéristes alimentent des clivages politiques assez exacerbés, comme lors du Printemps noir de 2001 en Kabylie, ou des arrestations pour port du drapeau amazigh. Contrairement au panarabisme, qui reconnaît la diversité au sein d'un socle commun, le berbérisme tend à essentialiser une identité amazigh souvent réduite à sa dimension kabyle, marginalisant d'autres groupes comme les Chaouis ou les Touaregs. Notre conclusion, prétendre que le berbérisme et le panarabisme sont deux faces d'une même médaille relève d'un anachronisme idéologique. Le premier incarne un projet d'émancipation collective face au colonialisme, tandis que le second puise ses racines dans une stratégie coloniale de division. Si le premier a échoué à réaliser l'unité politique rêvée, il reste porteur d'une vision inclusive positive, contrairement au berbérisme qui, en essentialisant l'ethnicité, reproduit les logiques exclusionnistes qu'il dénonce. Comme le résume l'historien Charles-Robert Aguéron, l'Algérie n'est pas une nation berbère, mais une nation arabe enrichie par ses composantes amazighes. Vous qui aimez les références françaises. Oui, car aujourd'hui, malheureusement, nos références arabes, ils sont en prison.